Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Chaque année, elles sont des milliers de femmes, plus de 14 000 en 2019, des mères de famille démunies avec des enfants souvent en bas âge quitter leur campagne pour aller travailler dans les plantations de fruits rouges au sud de l'Espagne pour quelques poignées d'euros dans l'espoir d'améliorer leurs conditions de vie. Un espoir qui vire souvent au cauchemar. L'organisation Euromed Droit et l'organisation belge CNCD 11 vient de lancer une campagne pour appeler à l'urgence du respect des droits élémentaires des travailleurs immigrés et en particulier ceux des saisonnières marocaines dans les plantations de fraises au sud de l'Espagne et principalement la région de Huelva, le plus gros producteur de fraises d'Europe. Pendant la saison 2018-2019, plus de 340 000 tonnes de fraises y ont été produites pour un chiffre d'affaires de 554 millions d'euros. Pourtant, le salaire minimum des ramasseuses et ramasseurs de fraises dans les plantations de cette région est resté plafonné à 42 euros par jour sur lesquels sont prélevés leurs frais de logement et de nourriture. C'est bien en dessous du salaire minimum décidé par les conventions internationales et espagnoles. Ce n'est pas la première fois que des organisations ou associations humanitaires et de droits de l'homme marocaines et internationales interpellent les autorités espagnoles, marocaines et l'Union européenne à ce sujet. En 2020, Women's Link Worldwide, un collectif d'ONG, avait saisi l'ONU au sujet des violations dont sont victimes ces travailleuses. La même année, l'AMDH, Association marocaine des droits de l'homme, a lancé un appel aux responsables espagnols et marocains pour accélérer et faciliter le retour de milliers de saisonnières marocaines bloquées en Espagne après la fermeture des frontières dans des conditions précaires. 2 années plus tôt, en 2018, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et l'instance de coordination nationale des associations des droits des femmes avaient pointé du doigt le même sujet. Et pour parler de ce sujet, malheureusement toujours d'actualité, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Madame Rizlan Benachir, experte en genre et fondatrice de l'association Jossor, Forum des femmes marocaines, membre de la coordination nationale des associations des droits des femmes, aux côtés de la Fédération des ligues des droits des femmes, de l'Union de l'action féminine et de l'Association marocaine de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Madame Benachir, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce sujet très important et toujours d'actualité. Bonsoir et merci beaucoup pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, le 10 octobre 2018, il y a 4 années déjà, vous aviez publié, dans le cadre de cette coalition, un mémorandum pour interpeller les autorités marocaines, mais aussi espagnoles et européennes sur les conditions de travail discriminatoires, parfois inhumaines des saisonnières marocaines. Quel constat avez-vous dressé à l'époque? Vous vous êtes basé sur quels éléments pour adresser ce mémorandum? Merci beaucoup. Alors, d'abord, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été sollicités et interpellés par les femmes elles-mêmes, parce que la coalition auquel nous appartenons, il y a des associations qui ont des centres d'écoute. Et donc c'est à travers ces centres d'écoute, surtout des centres d'écoute qui se trouvent dans le Nord, on a eu vent, on a su que ces femmes-là avaient des problèmes et avaient des conditions de travail, surtout au moment où il y a eu un appel concernant une personne qui avait qui a été confrontée à des problèmes de violence sexuelle, etc. Et aussi par le biais des médias, parce que les médias ont beaucoup écrit à l'époque. Donc nous, à Jossor et avec les autres associations, nous avons décidé de prendre en compte et en charge ce problème-là et d'essayer de le comprendre et de voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est ce que nous avons fait à travers cette coalition de 4 associations qui ont bien voulu, avec qui nous avons l'habitude de travailler depuis de longues années sur d'autres questions qui concernent les droits des femmes. Donc là, c'était une question en plus et un problème en plus, et nous nous sommes retrouvés. Et donc à ce moment-là, nous avons interpellé les autorités marocaines dans un premier temps, en 2018, notamment le ministre de l'Emploi, la direction de l'ANAPEC. Oui. Voilà, nous avons aussi le ministre des Marocains résidant à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères, etc., avec aussi l'ambassade d'Espagne au Maroc, pour les interpeller et leur demander de les questionner sur la question des conditions de vie de ces femmes, et aussi pour comprendre et voir où est le problème. Donc, vous aviez été reçu
Oui, mais nous avons été reçus, nous avons eu des promesses, il était même question qu'on se déplace ensemble avec l'ANAPEC à Huelva. Ouais. Et donc, ça ne s'est pas fait. Disons que peut-être que c'est les conditions du Covid qui ont arrêté cela, mais bien que la question que c'était en 2018-2019, nous avons travaillé avec eux, mais ce que nous avons constaté, c'est qu'une fois que nous nous sommes penchés sur, par exemple, les contrats, sur les conditions de transport, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un problème. Justement, première chose pour que les gens comprennent mieux, le problème et la discrimination et la violation des droits commencent déjà au Maroc par le choix des profils des travailleuses. Parce qu'elles sont choisies et sélectionnées selon des critères bien définis pour les rendre encore plus fragiles, vulnérables et dépendantes. Quel est le profil de ces travailleuses ? Comment elles sont choisies ? Alors, elles sont choisies, c'est un accord qui se fait avec l'Espagne et le Maroc. Et donc, c'est le Maroc qui sélectionne ces femmes-là. Précisément, le ministère de l'Emploi, l'ANAPEC, mais aussi au niveau local, les gouverneurs des communes. Oui. Et donc, selon les accords au niveau des deux États, espagnol et marocain, d'abord, on demande plus d'hommes que de femmes, donc déjà il y a une discrimination à ce niveau-là. Et il y a aussi une discrimination entre les femmes, le choix des femmes elles-mêmes. C'est-à-dire que les femmes, elles doivent avoir entre 25 et 40 ans, elles doivent être mariées et de préférence avoir un enfant qui est moins de 18 ans, mais de préférence moins de 14 ans même. 18 ans. Que l'enfant ait moins de 18 ans, mais je veux dire, le critère plus, c'est qu'il vaut mieux que ces femmes-là aient non pas uniquement un seul enfant moins de 18 ans, mais plusieurs enfants moins de 14 ans. Plus elles ont d'enfants mineurs, plus elles ont de chances d'être prises. Et plus elles sont prises. Elles sont souvent veuves, divorcées, des fois des mères célibataires, mais elles doivent... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux dire... Pourquoi est-ce qu'on va sélectionner des femmes au détriment d'autres ? Parce qu'il y en a qui ont des enfants et en bas âge et d'autres qui n'ont pas pu, mais qui sont peut-être plus dans le besoin, ne peuvent pas y aller parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Donc la discrimination commence déjà là. Elle commence là et elle commence, je veux dire, d'une manière sélective, injuste. Oui. Et il y a aussi une autre question qui se pose, c'est pourquoi on ne fait pas ça pour les hommes, par exemple ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça uniquement pour les femmes ? Parce qu'on veut, pour assurer leur retour. Mais ces femmes-là, très souvent, elles vont parce qu'elles ont une famille. Si elles n'ont pas d'enfants, elles ont un père, elles ont des frères, elles ont une famille. Et si elles partent, d'abord, elles sont vulnérables, elles sont pauvres, elles sont très souvent analphabètes, ou alors un niveau d'études très faible, c'est-à-dire que peut-être primaire et encore. Et donc, on sélectionne ces femmes-là, on les amène là-bas et dans des conditions, peut-être qu'on en parlera Bien plus sûr, tard. moi j'avais travaillé sur ce sujet et j'ai constaté autre chose, parce qu'il y a une autre catégorie qui est éliminée, parce que je m'étais déplacée à Huelva avec ces femmes et j'ai vu, mais c'était en 2006, même les jolies femmes sont éliminées, exclues. J'avais oublié. C'est ce qui m'avait choquée, parce qu'il y avait des femmes qui étaient, qui répondaient, qui étaient dans la tranche d'âge, 27-28 ans, mais parce qu'elles étaient jolies, elles étaient directement exclues. C'est tout à fait... C'est vrai que... Donc, c'est-à-dire déjà 25 ans. Déjà. Donc, en dessous de 25 ans, elles ne peuvent pas y aller. Et en plus, 25 ans et jolie, c'est exclu. Jamais, elles n'ont aucune chance. Un point très, très, très important, Madame Benachir, c'est le contrat qui les lie à leur employeur. Quel genre de contrat ? Parce qu'il y a un véritable problème au du contrat. Il y a un véritable problème du contrat. Bon, le contrat, au niveau juridique, on peut dire que c'est un contrat type. Sauf que, d'abord, le contrat est en espagnol, donc qui est adressé à une population d'abord analphabète, d'accord, mais en plus, non seulement analphabète, mais c'est écrit en espagnol, donc aucune chance, même si elle veut se faire aider par quelqu'un d'autre, de comprendre. Elles n'ont pas ce contrat, ce contrat ne leur est pas remis en main propre. Elles viennent à l'ANAPEC, elles signent et elles s'en vont. Et le contrat reste à l'ANAPEC. Le problème de ce contrat, c'est que, c'est un contrat à durée déterminée comme c'est stipulé, sauf qu'il n'y a pas de date de fin de contrat. Donc, ce qui fait que ces femmes-là, elles restent sujettes
sujettes aux entrepreneurs, aux entreprises qui les accueillent. C'est-à-dire que c'est, disons, 3 mois, il n'y a pas la date du fin de contrat. Il y a la date du début pour qu'on explique, mais il n'y a pas la date de fin de contrat. contrat. Ils peuvent interrompre avant les 3 mois, comme ils peuvent prolonger. Elle reste dans une situation de précarité vis-à-vis de son employeur systématique. C'est-à-dire que son employeur, si elle ne lui plaît pas ou si elle ne répond pas à ses besoins, il peut mettre fin au contrat. Parce qu'il n'y a pas une date limite. Comme elle peut rentrer. Comme il peut prolonger. Elle peut vouloir rentrer. Et elle peut être gardée. Oui, gardée parce que lui a décidé de prolonger. C'est de la séquestration. Voilà, quelque part, c'est un peu de la séquestration. Et comme ces femmes ne comprennent pas leurs droits et ne connaissent pas leurs droits, et elles n'ont pas lu le contrat, et elles n'ont pas compris ce qu'il y avait dans ce contrat-là, donc elles restent. C'est-à-dire que leur contrat, pour elles, c'est leur employeur. Absolument. Ce que dit l'employeur, elles vont l'exécuter. Et ça, c'est un vrai problème qui se pose. Le mot séquestration paraît très fort, mais quand on sait que leurs passeports leur sont confisqués à leur arrivée, il prend tout son sens. Justement, leur passeport est confisqué par l'employeur, très souvent, sous prétexte que vous allez les garer, et pour ne pas les garer, nous, on vous le garde. Donc, du coup, elles restent sujettes et sous la coupole de l'employeur, et elles n'ont plus la possibilité de se déplacer parce qu'elles n'ont pas de papier. Donc elles ont peur de se faire arrêter, etc. Donc je veux dire, c'est injuste. Et puis les plantations sont tout le temps excentrées du centre-ville. Elles ne peuvent pas se déplacer. Alors non seulement elles sont excentrées, mais il n'y a aucun moyen de locomotion, de transport. Bon, il paraîtrait, je n'ai pas vu de mes propres yeux, que dernièrement, il y a des conditions, ils ont mis en place des médiateurs qui parlent la langue arabe pour essayer d'être médiateurs entre l'employeur et elle. Il y a des moyens de transport qui les amènent vers la ville la plus proche, etc. Mais bon, ça reste encore une fois... la ville la plus proche, quand elles ont un jour de repos, parce qu'il y en a qui n'ont pas de jour de repos, qui travaillent 7 jours sur 7. Mais justement, comme elles ne connaissent pas leurs droits, elles n'ont aucune idée de ce que stipule le contrat et quel est son droit en tant que travailleur saisonnier et travailleuse saisonnière et que prévoit le droit international, droit marocain, droit espagnol par rapport à son travail, elle ne sait pas. Donc, comme je vous l'ai dit, son contrat, c'est ce que va lui dire son employeur. Absolument. Alors, jusqu'en 2011, la majorité des travailleuses saisonnières étaient des Marocaines, mais aussi des Roumaines, des Bulgares et des Polonaises aussi. Mais avec l'entrée dans l'Union européenne de la Pologne, de la Bulgarie et de la Roumanie, le traitement a changé pour les personnes originaires de ces pays, mais pas pour les Marocaines, ce qui a encore approfondi le gap entre ces travailleuses. Ce qui est encore discriminatoire par rapport à ces femmes marocaines. Et ces femmes polonaises et roumaines, c'est des femmes qui font partie de l'Union européenne. Donc les conditions, et l'Union européenne est obligée de se conformer. Alors, le problème se pose pour nous, les Marocains et les Marocaines. Et ce n'est pas uniquement en Espagne. Il y a aussi des travailleurs en France, en Italie, en Angleterre, etc. Donc, ce qui fait que maintenant, il faut que l'Union européenne garantisse les mêmes droits à tous les travailleurs de quel pays qu'ils viennent, parce que c'est un travail qu'ils effectuent le même travail, côte à côte, les mêmes horaires, les mêmes charges. Roumaines, comme le même titre que les Polonaises, que d'autres pays qui envoient de la main-d'œuvre. Donc, ils sont obligés. C'est le droit qui stipule ça. Ce n'est pas, ce n'est pas parce que vous faites partie de l'Union européenne. Non, c'est une obligation. Et donc, nous, ce que nous demandons en tant qu'ONG, ça fait partie de nos revendications, c'est que par rapport à l'Union européenne, il faut qu'elle mette en place un cadre juridique spécifique par rapport à cette question-là et que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité. Oui. Alors, leurs conditions de vie et de travail étaient déjà déplorables, mais la pandémie, depuis 2019, a aggravé les choses parce que, d'après ce qu'on a lu, parce qu'elles sont encore plus isolées qu'avant, leurs conditions sont devenues encore plus précaires, déjà parce qu'elles sont obligées de travailler plus,
parce qu'il y a des Marocains qui ne sont pas revenus. Et puis il y a des problèmes liés aux conditions sanitaires dans lesquelles ils travaillent. Alors, d'après ce que nous avons su, c'est qu'il y a le directeur de l'ANAPEC, M. Madani, qui avait déclaré que malgré le fait qu'il y ait la pandémie et que les frontières soient fermées au Maroc, ils ont pu envoyer en janvier 2022, je pense, un peu plus de 7000 ouvrières saisonnières. Et que les conditions sont assurées, sanitaires, etc., etc. Maintenant, ça reste à voir. Quand on lit les rapports des ONG, d'autres ONG, et c'est d'autres choses qui nous disent. Malheureusement, nous, en tant que coordination nationale, avec le Covid, nous n'avons pas pu se déplacer depuis début janvier 2020. Nous n'avons pas eu de contact direct avec ces ONG. Par contre, il y a quand même... Il y a des remontées d'informations voilà, quand même. Il y a la section de la Ligue des droits des femmes, la section du Nord, travaille encore sur cette question-là. Alors, les conditions, effectivement, ne sont pas... Elles sont, je veux dire, pires, parce que tout est... Je veux dire, tout est justifiable. Vous restez confinés parce qu'il y a le Covid, ne sortez pas parce qu'il y a le Covid, restez entassés dans la même... travaillez toute la journée. Parce qu'il faut savoir, qu'elles sont logées dans des sortes de dortoirs. Elles étaient avant assises dans une même chambrée, mais vous m'aviez dit qu'avec le nombre qui a augmenté, elles sont à plus. C'est-à-dire que la structure, l'infrastructure d'hébergement de ces femmes-là n'a pas changé depuis 2001, 2002, 2003. Et aujourd'hui, à cette époque, il y avait très peu de femmes saisonnières. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, le double, parfois le triple. Et donc, les conditions sont restées les mêmes pour accueillir, au lieu d'accueillir 6 personnes par chambre, ils sont dans l'obligation d'accueillir peut-être le double dans le même comptoir. Donc, ce qui fait que dans le même dortoir, dans le même dortoir. Donc, ce qui fait qu'elles sont entassées dans des conditions pas d'eau. Alors, l'électricité, oui, mais pas d'eau, pas de hygiène de vie conforme. Ce ne sont pas des conditions dignes de vie pour les... Et conforme aux conditions qu'on demande pour des travailleurs. Qu'il faut savoir très importante, c'est que ces femmes, parce qu'elles travaillent dans les fruits rouges, et qu'avec la pandémie, il y a des ONG qui sont allées sur place, qui ont mené des enquêtes et qui ont dit que souvent, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gants. Et le problème, c'est que parfois, elles travaillent souvent, c'est sous des serres où il fait très plus chaud. De 50 degrés et l'air ne circule pas. Et puis, elles n'ont pas d'eau pour boire, etc. Donc, il y a eu beaucoup je veux dire, nous, le gouvernement de l'époque, de 2018, nous rassurait qu'ils étaient... que le consulat marocain allait visiter, parce que c'est le rôle aussi du consulat marocain d'aller voir dans quelles conditions elles travaillent, ces femmes et tout. Mais on a toujours eu un retour d'informations de ces femmes-là qui revenaient parce qu'elles étaient dans le besoin et donc il fallait qu'elles ramènent cet argent à ses enfants. Et donc cet argent faisait vivre toute la famille pendant une année. Justement pour ça, quand elles reviennent, parce que l'ANAPEC l'année dernière, elle a organisé un atelier avec l'Organisation internationale pour les migrations au sujet de ces femmes marocaines après leur retour et de l'impact socio-économique sur leur famille et sur leur communauté. Alors, que se passe-t-il après le retour? Est-ce qu'il y a un impact important? L'impact, c'est que ces femmes-là arrivent avec de l'argent, pas souvent tout, parce que des fois on leur donne pas tout, parce qu'on leur enlève, comme vous avez dit, tout ce qui est hébergement, nourriture. Voilà, nourriture et hébergement. Donc qu'est-ce qu'il leur reste? Mais ça reste quand même par rapport au Maroc, à ce qu'elles touchent, à ce qu'elles touchent au Maroc, ça reste quand même un gain. Et donc elles font vivre leur petite famille pendant un an, le temps qu'elles repartent. Il n'y a pas d'alternative par rapport à ça. Normalement, ce programme-là qui a été mis en place, c'était un programme pour réduire l'immigration et la fuite. Illégale. Et donc ces femmes-là, illégales, etc. Donc ces femmes-là, on a instauré un cadre légal, mais ces femmes-là, normalement, quand elles rentraient, c'était une mise en place d'un projet d'intégration qui allait leur permettre de se prendre en charge, de vivre. Mais ce n'est pas abandonner leur famille et leurs enfants en bas âge chaque année, 4 mois. Et revenir. C'est le même cercle vicieux. Dernière question, Madame Belhachir.
Que recommandez-vous principalement pour améliorer la situation de ces travailleuses saisonnières et pour les protéger? Alors, d'abord, c'est, comme j'ai dit, la mise en place de ce cadre juridique qui est très important pour que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité. Et il faut arrêter de dire oui, non, vous savez, l'immigration clandestine, c'est pour ça, il faut gérer. Il faut mettre en place un cadre. Vous avez besoin de ces familles, de ces femmes ouvrières, saisonnières. L'Europe en a besoin. C'est pas nous qui... L'Europe a besoin de ces femmes. Donc, permettez-leur de vivre dans des conditions sanitaires et des conditions de travail conformes au droit international du travail. Deuxièmement, il faut que ces femmes, qui sont très souvent analphabètes et très souvent dans le besoin et qui dans des situations de précarité, il faut qu'elles soient formées, informées de tout. Il faut que le contrat soit traduit en arabe, qu'elle puisse le lire avec son frère, avec son père, avec nous, en tant qu'ONG. Il faut qu'elle ait son droit. Ce contrat doit être, il faut que ce droit doit être très précis, conformément à tous les contrats et avec une date de début et une date de fin de contrat. Il faut aussi améliorer les conditions de vie de ces femmes, les accompagner, les former, leur faire comprendre. Voilà vos droits. Vous avez droit à tel jour de repos. Vous avez le droit de travailler tel jour, telle heure, 7 heures, 8 heures par jour, etc., etc. Et aligner leur salaire avec le salaire. Et aligner leur salaire conformément au salaire, je veux dire, au niveau international. Et dernièrement, leur permettre, une fois qu'elles rentrent chez elles, leur mettre en place des projets pour qu'elles ne puissent plus repartir et qu'il y en ait d'autres et repartir et terminer cette discrimination de 20 à 45 ans parce que franchement, elle est scandaleuse. Merci beaucoup, Madame Rizlan Benhachir, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'association Jossour et experte en genre. Merci, Madame. Merci beaucoup à vous, Madame. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.